Bonjour, nous allons voir ensemble aujourd'hui le cours des complications métaboliques du diabète. Ce sont des situations qui doivent être connues et doivent être essentiellement redoutées chez tout patient diabétique. Selon l'étiologie, leur démarche diagnostique doit être rigoureuse et l'éducation du patient ainsi que les mesures de prévention restent le pilier qui permettent d'éviter ces situations métaboliques aiguës. Commençons d'abord par la première complication métabolique qui est l'acidocétose diabétique. Sur le plan physiopathologique, l'acidocétose survient quand il existe une carence en insuline. Et on parle ici d'une carence absolue en insuline, que ce soit chez le patient diabétique type 1 ou bien diabétique type 2. Cette carence en insuline va entraîner une hyperglycémie et par conséquent une polyurie qui va contribuer à la dyshydratation et à la perte électrolytique. D'autre part, la carence en insuline, associée à l'augmentation des hormones anti-insulines ou bien hormones de la contre-régulation, va favoriser la lipolyse et au niveau du foie, elle va contribuer à la transformation de l'acétoacétate en bêta-hydroxybutérate et par conséquent à l'apparition des corps cétoniques. D'autre part, ces hormones anti-insuliniques ou bien de la contre-régulation vont favoriser encore, vont stimuler la néoglycogénèse et vont contribuer d'autre part à l'hyperglycémie. Les étiologies de cette complication métabolique aiguë sont multiples. C'est une complication qui survient chez 80-85% des diabétiques de type 1 et chez 15 à 20% des diabétiques de type 2. Dans 30%, les cétoses ou acidocétoses peuvent révéler un diabète, que ce soit de type 1 ou bien de type 2, jusque-là méconnu. C'est une complication qui survient à l'occasion d'infections, à l'occasion d'un stress aigu, d'une grossesse qui n'était pas surveillée, à l'occasion de la prise de certains médicaments hyperglycémiants à type de corticoïdes ou bien de diurétiques, et à la suite de certaines lésions organiques aiguës à type d'IDM ou bien d'accident vasculaire cérébral. Toujours dans les étiologies, dans le diabète de type 1, 10 à 20% de cette complication métabolique sont dues à une mauvaise manipulation de l'insulinothérapie. Soit que le malade se trompe sur la dose à injecter, soit que le malade arrête son insulinothérapie de façon volontaire ou involontaire. Volontaire parce qu'il ne mange pas, donc pour lui, donc il ne doit pas injecter de l'insuline vu les vomissements qu'il présente, ou bien involontaire. C'est surtout les patients diabétiques de type 1 qui sont mal éduqués, donc qui arrivent à interrompre leur insulinothérapie. L'insuline peut aussi être mal conservée, donc pour lui le malade il s'est injecté de l'insuline, mais elle a été mal conservée à une température élevée et par conséquent donc son action a été altérée. Ou bien à l'occasion de lipodystrophie. On en avait parlé dans le cours d'insulinothérapie. La lipodystrophie, donc, c'est la formation d'une boule de graisse et le malade a l'impression de s'injecter de l'insuline, mais malheureusement, l'injection de l'insuline se fait au niveau de la boule de graisse et il n'y aura pas de résorption de l'insuline dans la circulation sanguine. D'où l'apparition d'hyperglycémie et par conséquent la formation donc, de corps cétoniques. Ou bien ce sont des problèmes de fonctionnement donc, des stylos injecteurs. Sur le plan clinique, cette complication métabolique qui est l'acidocétose passe par deux phases. Une phase de cétose qui est révélatrice et qui peut donc être évitée par une éducation correcte du patient diabétique. Donc elle se révèle par une asthénie, une anorexie, des troubles digestifs à type de nausée, donc quelques épisodes de vomissement et surtout une hyperglycémie et un syndrome polyuropolydipsique. Sur le plan biologique, le patient fait une surveillance glycémique, il trouve le chiffre élevé, avec à la chimie des urines la présence donc de glucose et d'acétone. Quand on a la phase d'acidocétose, le patient a un tableau plus complet, révélé par une dyspnée qu'on appelle la dyspnée de Kussmaul, avec une odeur acétonique de la laine qui ressemble à celle de la pomme pourrie. Deuxième signe clinique, c'est la déshydratation. Elle peut être extracellulaire, isolée ou bien un stade ultime extra- et intracellulaire. On peut avoir des troubles de la conscience et des troubles digestifs qui simulent un tableau d'abdomen chirurgical. Devant toute acidocétose, il faut évaluer les conséquences cliniques et biologiques de cette complication en appréciant l'état de conscience du patient, en mesurant la fréquence respiratoire,
en mesurant donc la réserve alcaline et les gaz du sang, en appréciant l'importance de la déshydratation et en réalisant un ionogramme et un électrocardiogramme pour voir les répercussions des troubles électrolytiques, essentiellement ceux de la calémie. Quels sont les critères de sévérité de l'acidocétose? C'est surtout les troubles de la conscience, l'existence d'un syndrome respiratoire, l'existence d'un tableau digestif très marqué, un tableau de déshydratation intracellulaire, l'existence d'une hypothermie avec un syndrome neurologique, l'âge avancé du patient et le retard dans le diagnostic et la prise en charge de cette complication. Qu'en est-il du protocole thérapeutique? C'est une urgence, le malade doit être mis en condition dans les médias, on doit corriger les troubles hydroélectrolytiques, on doit normaliser la glycémie en mettant en route une insulinothérapie adaptée, on doit traiter la cétose et la cause déclenchante de cette affection, sans oublier les soins non spécifiques. Commençons par la préparation du malade. On doit apprécier son état de conscience, sa fréquence respiratoire, sa tension artérielle, son pouls, sa température et sa diurèse. On doit mettre en place un apport veineux solide et placer une sonde urinaire, surtout s'il y a une perte de conscience. On doit corriger les troubles hydroélectrolytiques par du plasmagel si le patient présente un collapsus, par le bicarbonate en cas d'acidocétose sévère, mais on doit apporter que de petites quantités donc de bicarbonate à raison de 250 cc, donc jusqu'à un maximum de 500 cc. La réhydratation donc débutera par du sérum salé isotonique, puis on passe au sérum glucosé à 5% quand la glycémie s'abaisse au-dessous de 2,5 g par litre. La réhydratation se fera comme suit. 1 litre sera apporté à la première heure, puis 1 litre donc chaque 2 heures, puis 1 litre chaque 3 heures, et puis 1 litre toutes les 4 heures. Au cours de l'acidocétose, les pertes électrolytiques doivent être évaluées afin d'apporter soit le NaCl à raison de 1 g dans le sérum glucosé isotonique ou plus en fonction de la profondeur de l'hyponatrémie, soit apporter du KCl, et ceci dépendra donc éventuellement des résultats de l'ionogramme et de l'électrocardiogramme. En général, on n'apporte pas du potassium à la première heure, mais au-delà de la deuxième heure avec surveillance. Pour l'insulinothérapie, la voie sous-cutanée, donc, elle est contre-indiquée en cas d'acidocétose, elle doit être évitée, ainsi que la voie intramusculaire, vu qu'il y aura une mauvaise résorption de l'insuline du fait de la chute du flux sanguin sous-cutané. Donc la voie intraveineuse est la meilleure voie. Donc soit on utilise une voie continue à faible dose à raison de 10 unités par heure à l'aide d'un pouce-seringue, ou bien donc une voie intraveineuse en discontinue, donc sous forme de bolus à raison de 10 unités chaque heure jusqu'à la disparition de la cétonurie. Donc j'attire ici votre attention que la seule insuline qui pourra être injectée dans le cadre des urgences métaboliques, c'est l'insuline rapide ordinaire et non pas les analogues de l'insuline rapide. Le traitement visera aussi donc la cause déclenchante à l'aide d'une antibiothérapie qui sera imposée donc devant tout doute d'une cause infectieuse, sans oublier les anticoagulants afin d'éviter la formation donc des escarres et les troubles de la coagulation et le nursing. La surveillance de ce traitement se fera de façon horaire, en appréciant donc la fréquence respiratoire cardiaque, la tension artérielle, le pouls et la diurèse donc du patient. La fréquence respiratoire est un bon indice de l'évolution de l'acidose. Donc si vous avez une baisse de la fréquence respiratoire par rapport au départ, ça voudra dire que vous êtes sur la bonne voie. La surveillance biologique sera aussi horaire, avec un dosage de la glycémie capillaire, de la glucosurie, de la cétonurie, et à côté un ionogramme sanguin et un électrocardiogramme qui reste indispensable dans la surveillance. Néanmoins, il y a des précautions à prendre afin d'éviter donc l'apparition de complications de cette acidocétose diabétique. C'est de ne pas utiliser systématiquement les bicarbonates et ne pas dépasser les 500 cc. Il ne faut pas faire chuter brutalement la glycémie, ne pas réhydrater massivement donc votre malade afin d'éviter l'œdème donc cérébral. Il ne faut pas ajouter précocement donc du potassium déjà à la première heure, et veiller surtout à la simplicité des prescriptions qui peuvent être appliquées par l'équipe soignante.
L'éducation donc diabétique reste le meilleur moyen donc pour prévenir cette décompensation acidocétosique. Cela, il faut apprendre à votre patient à prévenir cette complication par une autosurveillance glycémique et la recherche de l'acétonurie à chaque fois que la glycémie dépasse les 2,5 g par litre. Donc le patient doit être particulièrement vigilant à chaque fois qu'il présente une infection. Donc il se rende chez un chirurgien dentaire pour une extraction dentaire. S'il présente une intolérance digestive, quand il fait un long voyage, il doit respecter les modalités de conservation de l'insuline. Il doit ajouter au traitement habituel disons des suppléments donc d'insuline rapide lorsqu'il présente une cétonurie ou bien une glycosurie importante. Mais si au bout de 4 surveillances dont la cétonurie persiste, le malade doit se rendre à l'hôpital. Deuxième complication métabolique, c'est la décompensation hyperosmolaire. La décompensation hyperosmolaire est l'apanage surtout du patient diabétique de type 2 âgé qui vit le plus souvent seul. Elle est définie biologiquement et selon des critères cliniques. Donc c'est un syndrome qu'on appelle clinico-biologique, fait d'une hyperglycémie qui dépasse les 6 g par litre, une osmolarité qui dépasse les 350 milliosmoles par litre, sans acidose, c'est-à-dire le pH est supérieur ou égal à 7,3, avec un taux de bicarbonate qui dépasse les 15 milléquivalents par litre. Sur le plan physiopathologique, cette décompensation métabolique aiguë est déclenchée le plus souvent par un apport liquidien qui est insuffisant, soit par perte de la sensation de la soif chez les sujets âgés, ou bien par manque d'accessibilité aux boissons, surtout chez les sujets âgés qui vivent seuls. La déshydratation et l'hypovolémie peuvent être responsables d'une hypotension avec un état de choc, ce qui va entraîner une baisse de la perfusion cérébrale et par conséquent des atteintes neurologiques focalisées. Dans cette affection métabolique aiguë, l'absence de cétose s'explique par deux facteurs. Donc la moindre élévation des hormones de la contre-régulation qui sont cétogènes et par une lipolyse qui est moins stimulée parce qu'elle sera freinée par l'hyperglycémie majeure. Sur le plan étiologique, il existe des facteurs favorisant la survenue de cette complication métabolique qui est l'âge dépassant les 70 ans, une personne âgée qui vit seule, qui présente une démence. Dans 60% des cas, donc la complication qui est le coma hyperosmolaire peut révéler un diabète antérieur jusque-là méconnu et enfin un diabète qui n'est pas traité par l'insuline. Cette complication peut être déclenchée par plusieurs facteurs au cours d'une infection aiguë, qu'elle soit d'origine urinaire, pulmonaire ou autre, une septicémie, un accident vasculaire cérébral ou bien un infarctus du myocarde et un tableau donc de diarrhée. Certains médicaments peuvent aussi déclencher donc, ce coma hyperosmolaire. C'est les diurétiques essentiellement, les corticoïdes, les bêta-bloquants et les édentologues. Sur le plan clinique, il existe une phase d'installation de plusieurs jours à plusieurs semaines. Des symptômes comme une adynamie, une polyurie ou une glycosurie doivent toujours attirer l'attention du patient. Une fois constitué, le tableau associe une altération de la conscience avec parfois des signes de focalisation, des signes de déshydratation qui vont être plus marqués que dans le coma acidocétosique, surtout la déshydratation intracellulaire qui va être majeure et elle est menaçante. Et on a l'absence d'acidocétose, donc on n'aura pas de dyspnée ni d'odeur acétonique de la laine. L'évolution de ce coma hyperosmolaire est malheureusement émaillée de certaines complications qui sont souvent dues à l'âge du patient, l'existence d'un collapsus cardiovasculaire, la survenue d'une hypocalémie avec des troubles du rythme cardiaque et surtout les complications de l'hémostase, générant des thromboses artérielles et veineuses. Il faut savoir aussi que la correction trop rapide de l'hyperosmolarité expose à des complications iatrogènes. Donc on aura une entrée trop rapide et trop brutale de l'eau vers le secteur intracellulaire, causant ce qu'on appelle le classique œdème cérébral. Le pronostic de cette complication métabolique est redoutable, donc le pronostic est très mauvais et on a 20 à 30% de décès. Sur le plan thérapeutique, on a le volet réhydratation. On fera appel à 1 litre de sérum salé isotonique au cours de la première heure.
Les 3 heures suivantes, on utilisera le sérum salé isotonique à 9 pour 1000 à raison de 750 à 1 litre si la déshydratation persiste, si elle est sévère. Au-delà de la 4e heure, on utilisera 250 ml par heure, soit du sérum salé isotonique ou bien du sérum glycosé isotonique. Sans oublier qu'il faut corriger sur les 8 premières heures environ 50% de la perte liquidienne qui a été estimée. Pour les électrolytes, le potassium doit être introduit dans les solutés de perfusion en fonction de la calémie de départ. Les bicarbonates n'ont pas de place vu qu'il n'y a pas donc d'acidose. Quant à l'insulinothérapie, soit on utilise un pouce-seringue avec un débit de 2 à 3 unités par heure d'insuline ordinaire. Et il faut attirer l'attention aussi sur l'abaissement de la glycémie qui doit se faire très progressivement. On ne doit pas aller en dessous de 2,5 g par litre de glycémie au cours des 12 premières heures. Pour les mesures générales, pour la prise en charge de ce coma métabolique, les mesures générales reposent sur un examen clinique répété au début, un électrocardiogramme, la prise des principales constantes, la mise en place d'une sonde urinaire et d'une sonde nasogastrique si le patient présente des troubles de la conscience, sans oublier la mesure de la PVC, surtout chez les patients qui sont âgés avec des antécédents de décompensation cardiaque. Sur le plan biologique, il faut mesurer régulièrement l'osmolarité, réaliser chaque 4 heures l'ionogramme sanguin et chaque heure la glycémie capillaire. Dernière complication métabolique, c'est l'acidose lactique qui est définie biologiquement par un pH artériel inférieur à 7,25 et un dosage de la lactacédémie artérielle qui dépasse les 5 mmol par litre. Sur le plan physiologique, c'est une complication qui survient chez le diabétique type 2 qui est traité par les biguanides. Donc cette acidose lactique est déclenchée par certains facteurs, essentiellement les situations d'hypoxie sévère, à type d'état de choc, en cas déshydratation massive, à la suite d'une insuffisance rénale ou hépatique, d'une infection majeure ou bien de la réalisation de radiographie en injectant des produits de contraste, et toutes les situations qui peuvent majorer la production de lactate. Sur le plan clinique, généralement, le patient rapporte dans les jours précédents une asthénie, des crampes musculaires et des douleurs abdominales ou bien des douleurs pseudo-angineuses. La glycémie est normale ou peu élevée, il n'y a pas de cétonurie et une fois le tableau constitué, après quelques jours, le patient va présenter une polypnée intense sans odeur cétonique de la laine et un état d'agitation fréquent. Le traitement de cette affection est beaucoup plus préventif. Si on respecte les contre-indications des biguanides, on aura une éradication de cette complication métabolique aiguë. Le traitement associera la réhydratation et l'alcalinisation, sans apport de l'insuline ni apport de potassium dans l'immédiat. Et dans la grande majorité des cas, il sera nécessaire de recourir à l'hémodialyse. Donc sur cette plaque, on peut voir le tableau comparatif des complications aiguës chez le diabétique. C'est un tableau récapitulatif qui permet de différencier entre les différentes complications métaboliques du diabète, entre autres l'hypoglycémie. En conclusion, il faut savoir que le coma acidocétosique, hyperosmolaire et l'acidose lactique sont les complications métaboliques aiguës du diabète qu'il faut reconnaître et qu'il faut traiter dans l'urgence. Leur diagnostic est le plus souvent facile, mais leur traitement et leur prise en charge et leur surveillance est parfois difficile. Il faut garder à l'esprit que tout patient diabétique, s'il est bien prévenu, s'il est bien éduqué, s'il est clairement informé, présentera très rarement ces complications métaboliques et même s'il les présente, il reconnaîtra très précocement ces complications métaboliques. Et je vous remercie.